Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette projection un peu exceptionnelle. Alors je ne porte pas de masque parce que je suis face à vous et à distance. Je remercie ceux qui l'ont déjà porté, vous savez tous, et je vous le rappelle qu'à partir de demain 15h, de toute manière, le masque sera obligatoire dans toutes nos salles de la Cinémathèque. Ça fait partie des nouvelles règles du canton de Vaud pour des questions sanitaires, mais c'est vrai que de plus en plus le masque s'impose aussi dans les salles de cinéma, notamment en France, notamment en Italie et bien ailleurs. Je pense que c'est quand même mieux de pouvoir regarder des films en toute sécurité. Cette soirée un peu exceptionnelle est le fruit d'une collaboration de longue date avec la Fondation de l'Ermitage ou le Musée de l'Ermitage, je ne sais jamais vraiment comment je dois l'appeler, tout le monde le connaît quand même ici plutôt comme Musée de l'Ermitage, avec lequel nous aimons collaborer depuis maintenant plus de 10 ans, plein de belles aventures, et avant de dialoguer avec Dominique Paini, qui est le commissaire de l'exposition, avec Aurélie Couvreur. J'ai le plaisir d'accueillir sur cette scène, pour vous en parler plus en avant, la directrice de la Fondation de l'Ermitage, Sylvie Vurman, que vous connaissez tous. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Sylvie. Bonsoir mesdames et messieurs. À distance, à distance. Oh, excuse-moi. Vous savez. Merci beaucoup de cette invitation. Je voudrais commencer par dire toute ma reconnaissance à Frédéric, à toute l'équipe de la Cinémathèque, Kika, Christophe, Maxime, de votre accueil et de cette belle collaboration à nouveau avec vous, ainsi qu'avec l'Université de Lausanne aussi, puisque cette fois-ci, le cinéma est vraiment au cœur de notre propos avec cette exposition Art et Cinéma, que nous avons en effet eu le grand plaisir de pouvoir proposée au public contre vents et marées. Elle a commencé il y a quelques jours et elle va durer jusque début janvier. Une exposition qui donc raconte les liens, les liaisons tumultueuses, intenses et passionnées entre le cinéma et les arts visuels. Le cinéma est vraiment au cœur du propos de cette exposition. Il regarde les cinéastes comme des artistes, comme des grands artistes qui ont regardé du côté de leurs collègues, les plasticiens, qui eux-mêmes se sont nourris souvent de cinéma. Et ce sont ces relations-là qui sont illustrées par un grand nombre de projections dans les salles de l'Ermitage. Une quarantaine de films, toujours des extraits, qui dialoguent vraiment. Ce sont des fenêtres qui s'ouvrent. Ici, c'est un film, là, c'est un tableau qui montre, en une quinzaine de chapitres, comment ces relations se sont développées depuis le 19e siècle. On commence avec l'avant-cinéma jusqu'à Jean-Luc Godard et jusqu'aux années 1960. Donc c'est une collaboration que je trouve vraiment merveilleuse aussi avec beaucoup d'institutions. La Cinémathèque suisse par cet accueil, par cette soirée. L'Université de Lausanne, la section d'histoire de l'art et esthétique du cinéma, qui va faire travailler des étudiants sur les œuvres. Et il y aura toute une série de soirées où des étudiants en histoire du cinéma viendront commenter les films et les tableaux dans les salles. Et puis, c'est surtout, avant tout, une très belle collaboration avec la Cinémathèque française. Les collections de la Cinémathèque française ont fourni une grande partie du contenu de cette exposition que nous avons enrichi avec des œuvres plastiques, des œuvres d'art visuel qu'Aurélie Couvreur, ma collègue commissaire de l'exposition, est allée chercher dans de grands musées, de grandes collections privées. Et puis c'est une collaboration avec le Musée des Beaux-Arts de Rouen aussi, qui a accueilli cette exposition avant nous. Et c'est avant tout un concept formidable qui est issu de Dominique Paini, qui est vraiment le cerveau qui est derrière toutes ces relations, qui a vraiment identifié ces liens et qui a créé l'histoire que nous racontons avec certaines œuvres et certains films. Voilà, j'espère que vous aurez beaucoup de plaisir à découvrir cette exposition. Pour nous, en tout cas, c'est une grande joie de pouvoir, pour une fois, vraiment mettre le cinéma en avant et le mettre à l'honneur dans les salles de notre musée. Merci beaucoup Sylvie. Merci. Donc je vous encourage à aller voir l'exposition. Merci. Et nous allons maintenant nous mettre en contact avec Paris parce que, comme vous l'avez compris, Dominique Paini habite Paris, que Paris est en zone rouge, et donc nous allons tenter la relation purement électronique avec Dominique, qui doit être dans son bureau quelque part et qu'on va devoir voir à l'écran dans quelques instants si tout marche bien. Donc Dominique Paini, avant qu'on l'entrevoie et qu'il nous entende, je profite de dire que... Ah ben le voilà, Dominique. Bonjour Dominique. Voilà.
donc j'allais dire que je te présentais, théoricien du cinéma, spécialiste aussi de l'archive, si quand même, enfin, et ancien confrère, puisqu'il fut directeur de la Cinémathèque française pendant près de 10 ans, qu'il a été aussi directeur du développement au Centre Georges Pompidou, qu'il a été l'organisateur de dizaines d'expositions de par le monde, notamment, toujours pour rester proche des cinémathèques, une exposition Henri Langlois à la Cinémathèque française, qui a son importance par rapport à la collection qu'on vient d'évoquer tout à l'heure avec Sylvie sur cette scène, avec Sylvie Wurman. Donc, bienvenue à Lausanne à distance, Dominique. Et je me permets de te poser une première question, peut-être pour lancer le sujet, justement, un peu de façon générale, mais comment s'était venue cette idée d'une exposition travaillant sur ces liens entre art et cinéma? Et au fond, quel est-il, si on peut le détailler brièvement, évidemment? Oui, l'idée, c'est d'abord Langlois, Henri Langlois, qui d'ailleurs fut un grand inspirateur pour Freddy Buach, le maître encore présent dans vos lieux. Langlois pense sa cinémathèque en 1934-35. Il n'y a plus de cinéma muet parce que celui-ci n'a plus la possibilité de concurrencer le cinéma sonore qui arrive depuis 1930. Les films sonores ne sont pas encore faits. Il n'y a que 4 ou 5 années de cinéma sonore. Donc, il se tourne assez naturellement vers les artistes qui sont ses contemporains, Fernand Léger, Chagall, Richter, Severini, et il leur demande des œuvres pour convenir, pour rendre compte de la vitalité cinématographique qui, bien évidemment, a déjà emprunté à l'histoire de l'art qui précède le cinéma, mais évidemment, les films ne sont pas encore là. Et ce sont donc les influences du cinéma que Langlois va ramasser, va commencer à accumuler dans sa cinémathèque avant les films. C'est un paradoxe qu'on oublie un peu aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y a une collection à la cinémathèque qui me suffit de me baisser pour faire l'exposition que la Fondation Hermitage m'a permis. Le cinéma, disons des Frères Lumière, naît, mais déjà on ressent dans les premières images qui sont tournées des cadres, des manières de filmer, une typologie même d'images, voire même de grains, qui rappellent les grands peintres de l'époque, notamment les impressionnistes. Les Frères Lumière lyonnais sont des ingénieurs, des industriels, des gens de la photographie qui sont de très bons commerçants aussi, mais comme toute la bourgeoisie inventive, la bourgeoisie riche de leur temps, ont une solide formation aux humanités en général, comme on dit, mais également en matière d'histoire de l'art. Le père, Antoine, est un peintre classique, mais plutôt, oui, il n'aime pas beaucoup l'impressionnisme, Antoine Lumière, mais enfin, il sait faire un paysage, il maîtrise la perspective, et évidemment, la peinture qu'Antoine opère d'après le motif, ça passera directement dans la manière dont les Frères Lumière poseront non pas leur chevalet dans la nature, mais leur trépied de caméra dans la ville et dans les mêmes paysages d'ailleurs très souvent. Assez vite, la manière des Frères Lumière d'envisager de regarder le monde sera celle également que les peintres qui les ont précédés, mais aussi leurs contemporains, ont mis en œuvre. Matisse, le grand Matisse, disait que les tableaux naissent des tableaux. Les films sont nés, non pas des films, mais les films sont nés de la peinture, sont nés des représentations qui les précédaient. Au fond, la langue cinéma n'a fait qu'emprunter, je dirais, au langage plastique. C'est Langlois encore qui disait que le cinéma était essentiellement, au sens de l'essence, un art plastique. Et puis il a été longtemps, près de 30 ans, essentiellement un art beaucoup plus plastique que dramaturgique, d'une certaine manière, puisque c'est par les moyens essentiellement visuels et sans la parole que le cinéma mit en œuvre des mises en scène susceptibles de représenter le monde, mais aussi de viser à le transformer, à l'embellir.
Encore peut-être une petite question sur les grands mouvements esthétiques du XXe siècle, c'est le surréalisme. Parce que là, on est dans pas une confusion, mais disons où là, quelque part, l'échange entre cinéma et art plastique au sens traditionnel de la parole, non pas de son sens landoisien, se retrouve, puisque finalement, il y a un passage permanent entre des œuvres écrites et des œuvres, disons, peintes, dessinées, des ready-made, enfin, leur mouvement qui s'échange tout le temps avec le cinéma. Oui, le cinéma a été véritablement la grande réserve d'images pour le surréalisme et pour les avant-gardes. Étrangement, si le cinéma a largement emprunté aux avant-gardes du 19e, à l'impressionnisme d'une certaine manière, mais surtout aussi à l'académisme, à la peinture académique, aux grandes machines picturales, à la maîtrise de la perspective, à la manière de peindre aussi, c'était un des grands soucis, un des tourments de la peinture du 19e, ce n'était plus de raconter l'Antiquité ou la religion, c'était pas seulement cela, c'était aussi tout simplement de représenter les fumées, l'air, les nuages, les vagues, c'est-à-dire pas seulement le mouvement du monde, mais la mouvance du monde, tout ce qui était invisiblement en mouvement. C'est aussi cela que les Monet, en faisant leur série de cathédrales, les façades éclairées en plusieurs exemplaires répétés selon le mouvement du soleil dans la journée, ou Pissarro qui filmait près de 18 tableaux depuis sa fenêtre pour regarder le trafic urbain, eh bien, idéalement, le cinéma a, au fond, réglé ce tourment du 19e. Mais, en revanche, les surréalistes ont puisé, eux, dans l'image cinématographique pour réinventer une iconographie nouvelle. Max Ernst a beaucoup emprunté à Feuillade. Salvador Dali a beaucoup aussi emprunté au cinéma hollywoodien. Il eut un grand projet avec Walt Disney. Incontestablement, l'époque surréaliste, la période surréaliste de l'histoire de l'art au XXe siècle, vola l'essentiel de leur iconographie dans le cinéma. Mais sans doute qu'il y eut peu de cinéastes surréalistes. Les surréalistes furent des grands spectateurs de cinéma, plus que des cinéastes, évidemment. Buñuel, incontestablement. Peut-être aujourd'hui un David Lynch, incontestablement. Mais il y eut plus de spectateurs surréalistes que de cinéastes surréalistes. On peut quand même être surpris et on arrive justement à ce que évoquait tout à l'heure Sylvie Wurman, qui est au fond la fin de l'exposition, d'arriver à la nouvelle vague et d'arriver à Jean-Luc Godard, parce que finalement ce lien avec l'art plastique et la peinture semble comme ça, vu de loin, vu d'un non spécialiste, pas évident du tout. Godard fut peintre. Il a peint longtemps, jusqu'à l'âge de 20 ans, 21 ans. Il a été un peintre abstrait. Il était d'ailleurs pas un mauvais peintre. Il continue d'ailleurs dans ses derniers films, dans son livre d'images, le dernier film, mais quelques autres films, comme Les Histoires du cinéma, son grande œuvre, Histoire du cinéma, lorsqu'on lui a refusé des reproductions de tableaux de Matisse ou de tableaux de Nicolas de Staël, il ne s'est pas gêné pour les faire lui-même. Même pas pour les plagier, mais pour les imiter dans ses histoires du cinéma. Il a été bon peintre abstrait, et il a été évident que pour beaucoup d'autres gens de sa génération, comme Piala, qui fut peintre aussi, la fréquentation de l'art moderne dans les années 60, dans les années 50 et 60, a été à Paris, surtout à Paris, une activité intense. On sait que Rivette et Godard furent des spectateurs des premiers happenings. On sait que des gens comme Éric Romer aimaient le lettrisme, Isidore Isou, les lettristes donc. Il y a eu un bain
des années 50 et des années 60, véritablement où le cinéma emprunta beaucoup, mais où les arts empruntèrent beaucoup au cinéma. C'est probablement après la guerre qu'il y a eu une sorte de fusion la plus profonde. Avant, les références, avant la guerre, les références d'un Wells, les références d'un Albert Lewin, les références d'un Otto Preminger. Otto Preminger, dans Bonjour Tristesse, cite Matisse en y mettant des dessins dans le joli appartement qu'occupe le personnage de Françoise Sagan, interprété justement par Gene Seberg. Mais il n'y a pas cette fusion. Il y a de la citation, il y a de la référence. Mais après la guerre, dans les années 50-60, surtout en France et assez progressivement dans d'autres pays, il y a eu une plasticité retrouvée dans le cinéma jusqu'à la nouvelle vague. Après la nouvelle vague, ça se perdra un peu la fable, le roman, la dramaturgie reviendra en force, puisqu'on sait très bien que la nouvelle vague renouvellera, bousculera beaucoup le récit traditionnel, justement en empruntant des effets plastiques pour, si vous voulez, faire en sorte que ce n'était plus pour la nouvelle vague le sort des personnages qui leur importait, c'était aussi le sort des images. Et À bout de souffle alors, pourquoi l'avoir choisi? Parce que finalement c'est un choix, hein, donc tout à fait délibéré de choisir À bout de souffle. Je ne l'ai pas choisi, mais c'est un choix idéal. D'abord parce que c'est un film c'est le premier de Jean-Luc Godard, mais qui porte un titre paradoxal, À bout de souffle. Quelque chose chez Jean-Luc disait déjà que une part de l'art dont il était le contemporain était à bout de souffle, et il était évidemment à la manière de Lumière, j'ai envie de dire, Jean-Luc Godard est un grand héritier des Lumières, vous le verrez bientôt, dans quelques minutes, À bout de souffle est un grand film fait de vue lumière, de vue à la manière de Lumière, pour regarder un Paris qui aujourd'hui, lorsqu'on regarde À bout de souffle, c'est vraiment une archive exceptionnelle sur le Paris des années 60. On ne trouve pas l'équivalent dans les actualités de cette époque, de cette vitalité, de cette présence de ce que fut Paris dans les années 50-60, comme dans À bout de souffle. Mais À bout de souffle fut aussi un film dont la construction, l'organisation était très plastique. D'abord, il a été tourné en muet, comme le cinéma dont Jean-Luc Godard fut si baigné, si imprégné chez Henri Langlois à la Cinémathèque française. Il voulait une pellicule extrêmement sensible, et il eut l'idée, grâce à Raoul Coutard, l'opérateur, d'emprunter non pas de choisir de la pellicule cinématographique, mais de la pellicule photographique, de Lillefort HPS, qui était une pellicule célèbre de tous les grands photographes de cette époque, de l'après-guerre, et malheureusement, il n'existait pas de pellicule photographique aussi longue, susceptible en tout cas de remplir le temps d'une séquence. C'était des petits rouleaux de 17 mètres que Jean-Luc Godard fit coller les unes après les autres, mais évidemment sans bande-son, sans possibilité d'inscrire le son le long des images. Et le film fut ainsi réalisé en muet. Donc c'est ce qui donne à ce film une puissance plastique, une beauté en lumière, en rapidité, en rythmique, un caractère extrêmement expérimental, comme des gens comme François Dufresne, comme Isidore Rezou, comme tous ces cinéastes expérimentaux qui faisaient à l'époque des films travaillés par la discrépance, comme il le disait, c'est-à-dire le désordre, les absences d'obligation de faire des bons raccords dans l'axe, ou des bons raccords entre deux plans pour bien comprendre que les gens se parlaient, parce qu'évidemment la parole exigeait évidemment le montage. Là, Jean-Luc Godard n'a plus eu le souci de s'en tenir à ce qui se disait en parole, mais essentiellement à ce qui se percevait à l'œil nu dans la vitesse de la vie de la ville, dans la vie telle qu'elle était, et il fut incontestablement un peintre
quand il fit À bout de souffle. À bout de souffle, disant clairement que le cinéma français, tout le cinéma de l'époque était à bout de souffle. C'est ça que dit ce film. Cette formule célèbre de Jean-Luc qui dit mais assez de ces films qui nous disent pas ce qu'il faut dire des filles qu'on aime, des parents qu'on n'aime pas et dont on a envie de dire le pire, de ces jeunes enfants qui nous étonnent ou qui nous indiffèrent, mais dont le cinéma ne sait plus dire tout cet état des choses telles qu'elles sont. Et À bout de souffle dit ça, une façon comme ça de s'imprégner de la réalité. Et c'est pas par hasard qu'un peintre comme Jacques Monory, un peintre de la figuration narrative, emprunta beaucoup à Jean-Luc Godard. Une grande part de ce qu'on a eu coutume d'appeler le nouveau réalisme en France, ou le pop art en France, emprunta immensément au cinéma de Jean-Luc Godard. Évidemment, en retour, Jean-Luc Godard, quand il fit Pierrot le Fou, quelques années plus tard, donc 5 années plus tard, emprunta lui à Yves Klein et ses bleus profonds et ses anthropométries qui consistaient à tremper des corps humains, de femmes de préférence, dans un bleu intense et que Yves Klein traînait sur l'étoile. C'est le final de Pierrot et Belmondo qui se peint en bleu et qui rassemble autour de lui les 3 couleurs primaires qui font de la lumière. Donc Jean-Luc est un peintre, Jean-Luc Godard est un peintre avant probablement d'être un dramaturge. Ce qu'il fut d'ailleurs admirablement, puisque quand vous allez découvrir, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, À bout de souffle, c'est vraiment pleinement un film à suspense, c'est un film qui fait un hommage au petit film de la période américaine des années 50 qui s'appelait la Monogram Pictures, qui est une petite compagnie de production qui produisit un film qui s'appelle Gun Crazy, qu'on a découvert beaucoup d'années après. Mais c'est aussi un hommage à Otto Preminger. Jean-Luc Godard avait en tête une passion pour Crime passionnel, le film de Otto Preminger. Mais surtout, Jean-Luc Godard fit un véritable ready-made, comme dit Marcel Duchamp. Il eut une passion absolue pour Jean Seberg dans Bonjour Tristesse, l'adaptation du film de Françoise Sagan, qu'il a voulu copier, littéralement photocopier, prendre tel quel dans le film Otto Preminger et la mettre et l'emprunter, la copier littéralement dans son propre film. Il y a chez Jean-Luc Godard dans À bout de souffle une manière de peindre un film comme un peintre emprunte des modèles en peinture dans les peintures qui le précèdent. Delacroix emprunté Goya, Jean-Luc Godard a emprunté Otto Preminger. C'est une démarche de peintre, pleinement de peintre. Et Jean Seberg est ici. Alors je sais, on a raconté comment les cheveux de Jean Seberg avaient repoussé à la fin du film Bonjour Tristesse, mais il s'est arrangé pour lui faire retrouver leur précocité ou leur courte coupe, comme dans Bonjour Tristesse. Donc vraiment, À bout de souffle est pleinement, indépendamment de ses citations à Renoir, ses citations à Picasso, qui sont nombreuses dans le film, est pleinement un film de peintre. Quelques mots pour terminer. Sa construction, dont on a dit tant qu'elle était n'importe quoi, improvisée, est aussi une construction de peintre. C'est très frappant dans cette séquence la plus célèbre, lorsque Jean-Paul Belmondo et Jean Seberg sont enfermés dans cette petite chambre et ils dialoguent, ils font l'amour, ils se séduisent, ils se conquièrent avec les moyens d'un miroir, dans une salle de bain extrêmement exiguë, ce qu'on aurait dans un film des Marx Brothers. On a au contraire là un film avec une séquence centrale qui est de 20 minutes et exactement au centre mathématique du film, avec un tout début, c'est la montée vers Paris depuis Marseille de Jean-Paul Belmondo, et une fin qui est la traque de Jean-Paul Belmondo dans Paris, et les deux parties qui entourent la scène centrale dans la salle de bain sont exactement de même durée,
Et la scène centrale dans la salle de bain est exactement au milieu, arithmétique en termes de temps, au centre du film. C'est littéralement ce film dont on a tellement dit qu'il était une improvisation et un désordre est construit comme un exact triptyque, où les 3 parties du film sont exactement, quasiment de la même durée, avec une séquence qui est construite depuis un miroir qui reflète précisément les 2 parties du film. C'est un film de peintre, c'est un film de constructeur plastique, et il était pleinement évident que Aurélie Couvreur et Sylvie Vourman, à la Fondation Hermitage, aient choisi de terminer le parcours de l'exposition par ce chef-d'œuvre. Dominique Paini, merci beaucoup pour cette introduction à la fois à l'exposition et au film. J'espère qu'on aura l'occasion de te retrouver une fois ou l'autre ici à la Cinémathèque ou à l'Université de Lausanne, que tu fréquentes également régulièrement physiquement et non par ces moyens électroniques. Merci encore, je crois qu'on peut l'applaudir et on va lancer la collection. Merci. Quelle chance sont ceux qui ne l'ont pas encore vu. Et vous allez voir là, non pas la version restaurée en numérique, mais vous allez voir une copie d'archives, donc en 35 mm, ce qui a aussi son importance par rapport à ce que vient de dire Dominique. Voilà. Merci Dominique, à bientôt, bonne collection.